Et si tout ce que vous pensiez savoir sur ce conflit venait d'être dépassé en une seule nuit? Jusqu'à présent, chaque attaque, chaque riposte, chaque échange de drones ou de missiles semblait être un épisode isolé, un simple haut-le-cœur dans une suite sans fin d'escalade. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'Iran n'a pas simplement fait monter la pression. Il a tout mis sur la table. Plus de réserve, plus de calcul pour préserver une marge de manœuvre. Non, cette opération, massive, synchronisée, lancée sur plusieurs fronts à la seconde près, n'a rien d'une simple surenchère. C'est un véritable coup de poker stratégique, un moment où tous les scénarios précédents n'étaient qu'une longue répétition générale. Cette attaque, d'une ampleur et d'une coordination jamais vues, a été pensée pour pulvériser les schémas habituels. Frappes venues du nord, du sud, de l'est et même de la mer, avec une diversité de missiles et de drones sans précédent. En quelques minutes, des systèmes de défense israéliens conçus pour gérer l'imprévisible se sont retrouvés submergés de toutes parts, obligés de faire des choix critiques en temps réel. Ce que peu d'analystes osent dire, il ne s'agit pas seulement d'un affrontement militaire, mais d'une tentative de l'Iran de rebattre les cartes du pouvoir régional, de forcer un basculement irréversible en misant tout, ici et maintenant. Ne pas comprendre la portée de cette nuit, c'est risquer d'ignorer des mutations profondes. La stabilité du Proche-Orient vacille, l'équilibre mondial, la sécurité énergétique et même la crédibilité internationale de chaque acteur sont en jeu. Ce que vous allez entendre ici va bien au-delà des analyses habituelles. Pour mesurer la gravité et la singularité de cet instant, il faut revenir sur la séquence précise des événements. Alors, replongeons-nous dans la chronologie minutieuse de cette opération sans précédent. Voici comment, minute après minute, l'histoire s'est accélérée. Au départ, tout semblait n'être qu'une routine. Sur les radars israéliens, des signaux d'alerte familiers apparaissent, échos discrets, signatures de drones, rien qui, sur le moment, sortent vraiment de l'ordinaire. Mais c'est précisément cet effet de routine qui fait partie du calcul iranien. La normalité, la répétition des alertes, c'est ce qui pousse à abaisser la vigilance, à se dire que tout est sous contrôle. Or, en réalité, tout était en train de basculer. 8 minutes à peine après les premiers signaux, la situation explose littéralement. Sur 4 axes simultanés, l'attaque se déploie avec une synchronisation millimétrée. Au nord, depuis le Liban, une salve coordonnée, bien au-delà de tout ce qui avait pu être enregistré jusqu'alors. C'est massif, c'est inédit par son ampleur. À l'est, depuis l'Iran et l'Irak, ce sont des missiles balistiques de divers types qui s'abattent, pensés pour saturer la défense antimissile israélienne. Les planificateurs militaires iraniens n'ont pas cherché à frapper fort, mais à frapper partout, au même instant, avec une diversité de vecteurs déconcertante. Au sud, les Houthis s'intègrent à l'opération, prenant part à cette offensive globale. Même la mer Méditerranée, à l'ouest, devient un théâtre d'opération. Des missiles de croisière pénètrent par des axes traditionnellement moins surveillés, forçant Israël à étendre encore davantage son attention et ses ressources. Ce n'est pas seulement la multiplicité des directions qui frappe, mais l'ampleur numérique de l'attaque. Jamais autant de drones et de missiles n'ont été lancés en une seule vague contre Israël. Ce n'est pas une augmentation progressive, c'est un saut exponentiel. Les chiffres explosent tous les précédents records, pas de 50%, ni du double, mais de plusieurs fois le maximum jamais observé. Et cette surcharge, elle n'est pas simplement arithmétique. Chaque nouveau pourcentage au-delà du seuil maximal multiplie la difficulté pour la défense aérienne de façon disproportionnée. Les ingénieurs iraniens le savaient, et ils ont conçu leur attaque selon cette logique mathématique. Saturer les défenses au point de les forcer à faire des choix douloureux. Mais la vraie nouveauté, le vrai changement de paradigme, ce n'est pas uniquement la masse des tirs. C'est la coordination. Car un grand nombre de frappes isolées, c'est une chose. Un grand nombre de frappes coordonnées, où chaque salve crée les conditions pour la suivante, c'est tout autre chose. Une montée en complexité, un défi inédit pour la défense adverse. Ce degré de synchronisation, jamais vu à cette échelle, impose à Israël une surcharge simultanée sur tous les fronts. Pourquoi est-ce si important de comprendre cette méthodologie?
Parce qu'ignorer ces détails, c'est sous-estimer la portée réelle de la stratégie iranienne. Le but n'était pas seulement d'user la DCA israélienne, mais de la pousser à ses limites physiques et humaines, de révéler ses failles et d'imposer un choix impossible. Protéger certains sites au détriment d'autres, accepter que certaines menaces passent au travers. Tout cela révèle un pari risqué, un véritable coup de poker. Pour la première fois, l'Iran a mis sur la table tous ses atouts tactiques en une seule opération, ne gardant presque rien en réserve, dans l'objectif clair de provoquer un basculement stratégique et politique, bien au-delà du champ de bataille. Reste à voir comment la défense israélienne a encaissé ce choc inédit. Analysons désormais l'autre versant de cette nuit historique, la riposte et la résistance du bouclier israélien. Même les systèmes les plus perfectionnés ont leurs limites. Cette nuit, elles ont été atteintes. On a longtemps vanté la bulle de protection israélienne, ce triptyque redoutable formé par Arrow 3, fronde de David et dôme de fer. 3 couches, 3 promesses. Intercepter à haute altitude, traquer les missiles de croisière, neutraliser les roquettes, tout cela de façon quasiment infaillible, du moins selon la légende. Mais rien n'avait préparé ces défenses à une saturation aussi massive et simultanée que celle orchestrée par l'Iran. Concrètement, chaque système a ses propres zones de confort, ses propres cibles idéales. Arrow 3 intercepte loin, très haut, contre les missiles balistiques intercontinentaux. La fronde de David vise les menaces à moyenne portée, plus agiles, plus complexes. Le dôme de fer, lui, est conçu pour les salves de roquettes en provenance de Gaza ou du Liban. Mais là, pour la première fois, tous ces niveaux ont été pris à revers en même temps. Des dizaines de missiles balistiques, d'engins de croisière, de drones de frappe, lancés en quelques minutes et convergeant vers des cibles réparties sur tout le territoire. Face à cette vague sans précédent, les algorithmes de priorisation israéliens ont été confrontés à l'impensable. Il a fallu choisir. Certaines menaces, autrefois jugées prioritaires, sont devenues soudainement secondaires. Le système a dû trancher, protéger tel aérodrome militaire ou tel site énergétique, couvrir Tel Aviv ou garantir la survie d'une base aérienne dans le Negev. Quand tout brûle, impossible d'être partout à la fois. Résultat, une part substantielle des frappes iraniennes a réussi à franchir le bouclier. Certes, la majorité des projectiles a été interceptée, et ce chiffre sera brandi comme une victoire technique. Mais dans la réalité, plusieurs infrastructures vitales ont été touchées. Centres logistiques, portions du réseau électrique, axes de transport stratégiques. Et, chose inédite, certaines régions centrales d'Israël, jusque-là épargnées par les feux ennemis, ont été visées et parfois atteintes. Ce choix minutieux des cibles en dit long. L'Iran n'a gardé aucun joker pour une prochaine salve. Habituellement, on réserve quelques atouts, quelques objectifs tabous pour garder l'ennemi dans l'incertitude. Pas cette nuit. Tout a été misé sur la table. Base PVO, centre de commandement, point névralgique du ravitaillement, installations énergétiques. C'est un message limpide. La prochaine fois, il n'y aura plus rien à épargner, plus rien à perdre. Chacun a compris que la frontière entre cible militaire et sanctuaire n'existe plus vraiment. Pourquoi ce coup d'audace maintenant? Parce que la fenêtre était idéale. Depuis des mois, les stocks israéliens d'intercepteurs étaient en déclin constant, chaque vague de tir grignotant des réserves que la production locale ne pouvait reconstituer. Les livraisons américaines, freinées par des débats politiques à Washington, arrivaient au compte-gouttes. Les renseignements iraniens, eux, surveillaient attentivement cette lente hémorragie. Ils ont déclenché l'assaut pile au moment où la bulle était la plus fine, où la saturation devenait, pour la première fois, physiquement possible. Mais il n'y a pas que le facteur matériel. L'usure psychologique a joué un rôle tout aussi crucial. Des mois de tension, d'alarmes, de pertes économiques, d'incertitudes ont laissé la société israélienne épuisée, nerveuse, vulnérable à la moindre secousse. Un tel choc, au cœur de la nuit, frappe là où les défenses les plus sophistiquées ne peuvent rien, le moral. Enfin, il y a le contexte international. Les États-Unis, traditionnels garants de la sécurité israélienne, traversent une période de paralysie politique. Les débats internes, la division du Congrès,
la prudence grandissante à l'approche des élections, tout cela limite leur capacité à soutenir une riposte immédiate ou massive. L'Iran n'a rien laissé au hasard. Il a calculé, attendu, puis frappé là où et quand cela ferait le plus mal. Sous-estimer l'usure des défenses ou le calcul du timing iranien, ce serait ouvrir la voie à de nouvelles failles, à de nouveaux coups. Cette nuit, c'est tout un équilibre qui a vacillé. Mais maintenant que le choc initial s'est dissipé, une question brûle toutes les lèvres. Quelles réponses sont possibles? Et où mène ce carrefour stratégique? La prochaine décision peut changer le visage du Moyen-Orient pour des années, peut-être même pour toute une génération. Imaginez l'atmosphère au sommet de l'État israélien, une gravité extrême, le sentiment d'être à la croisée des chemins, confronté à une situation qui échappe à tous les scénarios préparés. Les chefs militaires et politiques sont sous une pression inédite. D'un côté, la tentation de répondre instantanément, de prouver que la dissuasion tient encore. De l'autre, la peur de déclencher une spirale incontrôlable qui pourrait embraser toute la région. Pendant ce temps, à Washington, l'administration américaine suit chaque seconde comme si l'avenir du monde en dépendait. Les échanges entre services de renseignement et militaires sont constants. Les canaux d'urgence sont ouverts. Dans la situation Room, les débats sont intenses. Doit-on pousser Israël à la retenue ou soutenir une riposte, quitte à risquer l'escalade? La grande question qui obsède tout le monde, l'attaque iranienne était-elle le sommet de leur capacité ou seulement le début d'une nouvelle phase? Ce doute, il est partout, même chez les meilleurs analystes. D'habitude, dans une crise de cette ampleur, les services de renseignement américains convergent assez vite vers une interprétation commune. Mais là, rien n'est clair. Ce qui se passe ne correspond à aucun modèle connu. C'est une première, un saut dans l'inconnu. Du côté iranien, on joue un coup aussi audacieux que calculé. Dès la fin de leur attaque, Téhéran fait passer des signaux via des canaux neutres. Il n'y a pas de conditions imposées, pas d'ultimatum, mais une porte entr'ouverte à la négociation. L'objectif n'est pas la victoire militaire, c'est une victoire politique. L'Iran veut qu'on le considère enfin comme un interlocuteur égal et non plus comme la cible à isoler ou à punir. La manœuvre est habile. Frapper fort pour montrer ses capacités, puis offrir la sortie avant que l'ennemi ne puisse riposter efficacement. Pas de menaces ouvertes, mais l'affirmation claire que, pour que l'opération cesse, il faut engager un vrai dialogue régional, sur un pied d'égalité. Cette approche prend de court tous les acteurs. Les réactions internationales le prouvent. Aux Nations Unies, les réunions d'urgence se succèdent, sollicitées par une multitude d'États, pas seulement par les parties directement concernées. La Russie, par tradition prudente, publie des communiqués équilibrés, sans désigner de responsables, préférant collecter méthodiquement des informations militaires. Quelles armes ont été utilisées, quelles failles ont été révélées dans les systèmes de défense, quelles leçons en tirer. Pour Moscou, c'est une occasion unique d'observer les technologies et tactiques de pointe en action. La Chine, elle, s'active en coulisses. Pékin a d'énormes intérêts économiques dans la région. Pétrole, infrastructures, routes commerciales. Toute instabilité menace directement ses contrats et ses projets. Derrière une façade de prudence, la diplomatie chinoise multiplie les contacts avec toutes les parties, cherchant à désamorcer la crise avant qu'elle ne nuise à ses propres intérêts. Les Européens sont, eux, en état d'alerte avancée. Leur priorité? La sécurité énergétique. Toute perturbation des flux pétroliers se répercute immédiatement sur les économies européennes, déjà fragilisées. C'est pourquoi, derrière des déclarations officielles souvent calmes, l'agitation diplomatique est maximale. Il faut à tout prix limiter l'escalade. Du côté des États arabes, c'est la stupeur. Aucun des scénarios élaborés jusque-là ne prévoyait une telle intensité, une telle audace. Les gouvernements sont désorientés. Quelle posture adopter? Quel risque est le moins dangereux? S'aligner, rester neutre ou prendre le risque de l'isolement? Personne ne veut voir son pays entraîné malgré lui dans une tempête incontrôlable. Au final, ce choc dépasse ce que tous les experts avaient anticipé. Il force chaque acteur à reconsidérer ses certitudes, à réévaluer ses alliances, ses priorités, et même sa propre sécurité.
Le danger est réel. Un mauvais choix, une mauvaise lecture de l'adversaire, et la région peut basculer dans une guerre généralisée. L'implication directe des grandes puissances deviendrait alors inévitable, avec des conséquences incalculables pour la stabilité mondiale, la sécurité énergétique et jusqu'à l'avenir politique de chaque protagoniste. La question est là, faut-il saisir la main tendue de l'Iran pour rouvrir le dialogue ou répondre par la force et courir le risque d'un engrenage? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Mais concrètement, que peuvent faire les parties prenantes et quelles leçons en tirer? Quand tous les plans volent en éclats, que reste-t-il à apprendre? C'est exactement la question que cette crise impose aux dirigeants, aux militaires, mais aussi à la société tout entière. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est le choc d'un système, même parmi les mieux préparés au monde, face à un scénario qu'aucun manuel n'avait réellement anticipé. L'armée israélienne a été construite autour de la gestion de crise, forgée par des décennies de conflits, d'attaques surprises, de menaces existentielles. Mais il y a des moments où l'expérience, aussi vaste soit-elle, ne prépare jamais totalement à la réalité du choc. La première leçon, c'est la limite matérielle. Malgré tous leurs atouts, les forces israéliennes ont vu leur système de défense aérienne fonctionner à la limite de ses capacités. Le volume des missiles intercepteurs utilisés en quelques heures a dépassé ce qui, jusque-là, représentait une consommation mensuelle classique. Résultat, des stocks critiques, déjà sous tension, se retrouvent dans un état de quasi-pénurie. Or, la chaîne de production, qu'il s'agisse d'Israël ou des États-Unis, principaux fournisseurs, n'est pas calibrée pour remplacer en urgence ce qui a été consommé en une nuit. Reconstituer ces stocks prendra des semaines, voire des mois. Cela signifie concrètement que le prochain choc, s'il survient, trouvera un bouclier beaucoup plus vulnérable. Et c'est justement là où l'opération iranienne révèle sa portée stratégique. Ce n'est pas tant le résultat immédiat de la frappe qui compte, mais l'effet différé, la vulnérabilité créée pour l'avenir. L'objectif n'était pas uniquement de faire mal aujourd'hui, mais de préparer le terrain pour que le prochain coup soit décisif. C'est une logique d'usure, de pression sur les ressources, qui force l'adversaire à se réinventer ou à exposer ses faiblesses. Face à cette situation, 4 scénarios majeurs sont sur la table, chacun porteur de conséquences irréversibles. Premier scénario, une riposte israélienne massive, conçue pour rétablir la dissuasion et envoyer un message clair. Mais cette option risque d'entraîner la région dans une spirale de représailles sans fin, où chaque acteur aura de moins en moins de contrôle. Deuxième possibilité, une intervention militaire directe des États-Unis. Si Washington s'engage au-delà du soutien habituel, le conflit bascule alors dans une confrontation ouverte entre grandes puissances, avec tous les risques d'escalade globale que cela comporte. Troisième issue, une percée diplomatique inespérée, rendue possible par la gravité inédite de la crise. Paradoxalement, c'est parfois quand tout semble perdu que s'ouvrent des fenêtres de négociation jusque-là impensables. Enfin, quatrième option. Une pause stratégique, imposée par la fatigue, l'épuisement ou la nécessité de réévaluer la situation. Ce n'est ni la paix, ni la victoire, mais simplement un moment de respiration, où chacun mesure le coût réel du conflit et ses propres limites. La véritable innovation, ici, c'est ce coup de poker politique orchestré par l'Iran. Forcer tous les acteurs à sortir de leur zone de confort, à remettre à plat tous les équilibres. Ce pari vise à ouvrir, même fugitivement, une brèche pour la diplomatie, mais encore faut-il que quelqu'un ait le courage et la lucidité de la saisir. Dans ces moments où l'histoire semble vaciller, la capacité à détecter l'instant de bascule, ce point de rupture où tout reste possible, devient essentiel. C'est là que la gestion politique de la crise prend tout son sens. Garder la tête froide, agir avec lucidité malgré la pression, accepter ses propres limites et celles du système. Ne pas tirer les enseignements de cette crise, ce serait condamner tous les acteurs à répéter les mêmes erreurs, mais à un prix chaque fois plus élevé, humainement, matériellement, politiquement. Ce jour marque un tournant, non seulement par ce qui s'est passé, mais par ce qu'il révèle de nos vulnérabilités collectives et de notre capacité, ou non, à apprendre. À présent,
Il est temps de conclure et de réfléchir ensemble à ce que ce jour signifie réellement. Ce jour n'est pas seulement un point d'arrêt, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Car ce que nous venons de vivre n'est pas une simple escalade ou un épisode de plus dans la crise du Proche-Orient. C'est un véritable coup de poker stratégique, orchestré par l'Iran, où toutes les cartes ont été posées sur la table, et où le but n'est plus seulement de gagner une bataille, mais de redéfinir les règles du jeu, d'imposer un tournant qui pourra influencer la région et même le monde pour les années à venir. Regardons bien ce qui se joue sous nos yeux. Jusqu'ici, la logique semblait claire, presque mécanique. Chaque camp avançait ses pions, testait les limites de l'autre, tout en s'efforçant de ne pas franchir le seuil d'une guerre généralisée. Mais cette fois, la dynamique s'est brisée. Par la taille et la coordination de cette offensive, l'Iran a montré qu'il était prêt à risquer l'équilibre précaire établi depuis des années. Ce n'est pas un simple pari, c'est une déclaration. Il n'y aura pas de retour en arrière. La stabilité régionale, si relative soit-elle, a basculé. À partir d'aujourd'hui, chaque acteur, Israël, l'Iran, mais aussi les grandes puissances, les alliés et adversaires de chaque bord, doit composer avec un nouveau rapport de force, un nouveau champ de contraintes et un nouveau champ de risques. Ce basculement ne concerne pas seulement les militaires ou les diplomates. Il touche chacun d'entre nous, même à des milliers de kilomètres de distance. Car la question dépassant la région, ce sont aussi les prix de l'énergie, la sécurité des approvisionnements, ou encore les alliances globales qui peuvent être remises en cause. Ce sont les marchés qui tremblent, les opinions publiques qui s'inquiètent, et des gouvernements qui doivent redéfinir leurs priorités du jour au lendemain. Mais, et c'est là le paradoxe, quand une crise atteint un tel point d'incandescence, elle peut aussi ouvrir un espace inédit pour la diplomatie. Pourquoi ? Parce que lorsque toutes les lignes rouges semblent franchies, lorsque le coût de continuer devient plus grand que n'importe quel bénéfice, alors même ceux qui croyaient tenir la situation savent qu'il faut inventer autre chose. Aujourd'hui, les canaux diplomatiques s'activent à une intensité rarement vue. Chacun cherche la formule qui permettra de stopper l'engrenage sans perdre la face, d'ouvrir une porte sans donner l'impression d'avoir cédé. C'est dans cette courte pause, cette respiration avant la prochaine vague, que parfois l'impossible devient possible. Il faut bien comprendre, la guerre n'obéit pas à une logique linéaire. Elle évolue, traverse des phases, et parfois, un seul jour suffit à tout faire basculer. Nous sommes peut-être à cette croisée, soit l'une des parties prend un ascendant décisif, rendant la suite inutile, soit chacune réalise que franchir un nouveau palier dans l'escalade serait une folie. Et c'est ce moment d'équilibre précaire qui rend l'instant si déterminant. La compréhension ou l'incompréhension de ce tournant, aujourd'hui, conditionnera la façon dont chacun lira les mutations du monde, dont les sociétés s'adapteront aux nouvelles réalités, dont les futures générations jugeront les choix faits ou refusés en cet instant. Alors oui, ce n'est pas parce que les armes se taisent momentanément que la paix est là. Ce n'est pas non plus une capitulation de l'un ou de l'autre. C'est le constat qu'il n'existe plus de solution simple, qu'attendre ou reculer n'a plus de sens, et que la seule issue possible pourrait être un accord imparfait mais vital. Cela n'offre ni victoire éclatante, ni mythe héroïque, mais peut épargner des conséquences encore plus tragiques. Dans cette situation, la vigilance et la lucidité sont plus nécessaires que jamais. Chacun de nous a la responsabilité de ne pas se laisser emporter par la surenchère émotionnelle ou les discours simplistes, mais de prendre du recul, d'analyser, de questionner. Car ce qui se joue ici n'est pas seulement l'issue d'un affrontement, mais un test grandeur nature de notre capacité, collective, à comprendre, anticiper et, peut-être, à empêcher que la bascule ne nous entraîne dans l'inconnu. Voilà pourquoi il est crucial de rester attentif, de suivre chaque évolution, de partager et de débattre. Je vous invite, vous aussi, à réfléchir à ce moment historique. Quel scénario vous semble le plus probable, le plus souhaitable? Dites-le en commentaire, échangez vos points de vue et surtout, gardez l'esprit critique. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a permis d'y voir plus clair, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à rejoindre notre chaîne Telegram Analytic from USA.
Vous y trouverez des décryptages en avant-première et des analyses inédites. Les liens sont en description. Prenez soin de vous, restez informés et à très bientôt pour un nouveau décryptage.